Vous regardez Business 54, le magazine de l'Afrique qui gagne. Bonsoir, bienvenue et merci de nous rejoindre. Nous partons en Angola. Un pas en avant, deux pas à gauche. Sous le soleil rouge du crépuscule angolais, Elias Kawina, ex-soldat pendant la guerre civile, entraîne sa troupe de 30 rangers tels des militaires pour combattre des braconniers dans la savane quasi inexplorée du pays. Dans le sud-est de l'Angola, un escadron de rangers s'entraîne à traquer les braconniers. Une école flambant neuve vient d'ouvrir ses portes pour protéger la biodiversité de la région. L'instructeur est un ancien soldat qui a combattu pendant la guerre civile qui a ravagé le pays de 1975 à 2002. Leur mission, mettre un terme au braconnage et au commerce de viande de brousse qui décime la faune de la région. L'Angola est l'une des plaques tournantes du trafic d'ivoire qui a longtemps servi à financer la guerre civile. Pendant la guerre civile, les animaux étaient utilisés comme nourriture. Mais à la fin de la guerre, le gouvernement a pensé qu'il était temps de laisser la faune en paix. C'est dans cette région que le célèbre fleuve Okavango prend sa source. Le gouvernement angolais souhaite y créer des parcs naturels capables de rivaliser avec les plus grandes réserves d'Afrique australe. C'est la zone la moins documentée du monde en termes de biodiversité et de botanique. Nous avons découvert près de 20 espèces qui sont actuellement analysées. Il y a des reptiles, des plantes et même un petit mammifère que nous soupçonnons d'appartenir à une nouvelle espèce. Mais la crise du pétrole dans l'Angola est ultra dépendant pourrait mettre un coup d'arrêt aux nouvelles ambitions écologiques du gouvernement. L'Angola doit faire face à de nombreux défis et notamment celui du déclin du prix du pétrole au niveau mondial. C'est un coût massif pour l'économie du pays. Et bien sûr, les questions de protection de la nature et de la faune ne sont pas prioritaires. Les coupes budgétaires rendent encore plus difficiles les progrès pour réussir à améliorer la protection de l'environnement, ce qui est l'objectif du gouvernement. Pour devenir une destination prisée des touristes, l'Angola devra se résoudre à ouvrir un peu plus ses frontières. Les visas restent encore très difficiles à obtenir. Je vous emmène au Sénégal à la rencontre d'une femme d'affaires sénégalaise. Comme vous allez le voir, cette femme travaille à changer la vie des gens au quotidien. Regardez. Lorsqu'elle rentre dans un hôtel, le premier réflexe d'Aïssa Dione, c'est de regarder la décoration. Voilà des poteaux décoratifs faits dans nos ateliers, sculptés à la main et tissés à la main également. Cet hôtel, c'est le King Fahd Palace, l'un des plus luxueux de Dakar. Ici, la reine du tissu sénégalais est en train de rénover tout le mobilier. Valeur du contrat, plusieurs millions de francs CFA. C'est l'une des plus grosses commandes de son histoire. C'était quand même très important qu'ils aient pour la première fois décidé d'avoir recours à des fabrications locales, nationales. Surtout dans ce type d'hôtel qui n'a pas cette habitude-là. Une commande inédite en effet pour ce 5 étoiles, qui se fournissait jusqu'à présent en Europe. Ici, elle doit retapisser 212 canapés, 800 fauteuils et plus de 900 couvre-lits et coussins. Une commande qu'elle ne prend pas à la légère. Dans nos pays où tout est entièrement importé, et dans lequel les gens prétendent que nous sommes incapables de produire quelque chose, c'est ultra important de prouver qu'on est capable de faire et de produire. Pour le directeur commercial de l'hôtel, cette nouvelle décoration répond à une nouvelle demande de sa clientèle. Nous avons voulu apporter une touche africaine, mais dans le respect des standards internationaux hôteliers, que nous avons choisi Aïcha, qui s'est mis en place depuis un moment et qui a réalisé vraiment de belles choses qui sont très apprécié de la clientèle aussi bien locale qu'internationale. Aïssa Dione a su s'imposer comme la reine du tissu Made in Africa. Aujourd'hui, ses créations s'exportent dans le monde entier, dans les hôtels, mais aussi chez les plus grands créateurs comme Hermès ou Christian Lacroix. Ces tissus, elle les fabrique ici dans son atelier du centre de Dakar. Une consécration pour cette Sénégalaise diplômée des Beaux-Arts en France, qui rêvait de devenir artiste peintre. Aïssa Dione a bâti son entreprise pas à pas. Le tout début était un seul tisserand dans ma cour, dans le jardin. Donc pour passer d'un seul tisserand dans une cour à une entreprise qui compte 100 personnes, il y a une grande évolution. Et on est passé doucement du travail artisanal à une semi-industrialisation. En 20 ans, Aïssa Dione a transformé son entreprise artisanale en une petite industrie.
Sa force, c'est de regrouper en un seul lieu plusieurs métiers d'artisanat de luxe. Tissage, bien sûr, mais aussi broderie, couture, maroquinerie, tapisserie et même menuiserie. Une organisation qui lui permet de conjuguer tradition et modernité, comme avec son produit phare, le tissu mandjak, typique de l'artisanat sénégalais qu'elle a adapté au goût du jour. On a maintenant une largeur de 90 de large, alors qu'à l'origine, elle était entre 15 et 20 de large. Donc ce tissu-là, normalement, traditionnellement, on ne tisse pas dans ces largeurs. Donc l'apport technique, c'était d'élargir les métiers à tisser, ce qui a permis de ce fait d'élargir les marchés dans la foulée. Des métiers à tisser plus larges pour pouvoir produire des objets adaptés au goût des consommateurs. Pour elle, être africain, c'est un atout et elle le vend au monde. C'est ce qui a fait le succès de son entreprise et qui lui a valu des commandes prestigieuses, comme le Metropolitan Museum of New York. Il a passé commande de près de 2500 pièces. Le container doit partir demain. Alors, Aïssa Dione met la pression sur ses employés. Donc aujourd'hui, il faut carburer à fond. Là. Tu coupes, tu leur donnes, vroom, 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 vroom. Ça doit faire vroom. Hein? Et là, toi aussi, tu as fini tes trucs là. Il y a un départ demain, hein, donc il faut accélérer la contrôle. Même le contremaître en prend pour son grade. Tu sais, ils sont tous là à ne rien faire. Voilà, c'est bien simple. Lundi matin, tu viens. Si tu n'arrives pas avant 13h, personne ne fait rien. Une gestion rigoureuse, des commandes prestigieuses, une notoriété internationale. Et pourtant, cela ne suffit pas. Aïssa Dione a du mal à convaincre les financiers d'accompagner son développement. Les financiers ne croient pas beaucoup au textile. Ils assimilent tous le textile aux mauvaises images, le wax, le bazin, toutes ces catégories textiles qui ont failli. Alors que nous, on prêche pour un nouveau type de textile qui est lourd, c'est le textile lourd qui est difficilement copiable par l'Asie. Aujourd'hui, la chef d'entreprise se rend dans son autre atelier à Rufisque, à 20 km de Dakar. Ici, les employés sont tous des anciens de l'industrie textile. El Hadjiaï, qui est de Islima, Monsieur Pouille d'Icotaf, Monsieur Soumaré d'Icotaf. On est tous ensemble en train de se battre pour faire survivre l'industrie textile au Sénégal, voilà. Aïssa Dione est en effet l'une des seules rescapées de l'industrie du textile au Sénégal. Un secteur sinistré. De 70 000 employés dans les années 80, il ne reste que quelques entreprises dans le pays. Aïssa Dione Tissu a même failli disparaître lorsque la dernière filature de coton a fermé au Sénégal. Ses coûts d'approvisionnement en fil ont alors doublé du jour au lendemain. Un paradoxe dans ce pays producteur de coton. Comme il n'y a plus de vente de fil, il n'y a plus d'usine de production de fil, on s'autofinance pour aller chercher du fil en Égypte. Ce qui n'est pas la porte à côté et rend les choses beaucoup plus compliquées et la productivité ralentit de beaucoup la productivité. Dans cette crise, une aubaine cependant pour Aïssa Dione. Elle a pu racheter une vingtaine de métiers à tisser pour quelques millions de francs CFA seulement à des entreprises qui avaient fait faillite. Et tout ça, ce sont des métiers qu'on a récupérés, les usines ont fermé et on doit les réhabiliter. Avec 3, on fait 1, on fabrique 1. Dans son atelier, les métiers à tisser d'un ancien drapier qui a fait faillite fabriquent désormais des tissus de luxe. Et c'est très rentable. Dans une usine textile traditionnelle au Sénégal, l'usine Icotaf, qui produisait de la toile à très bon marché, à 1 €. Et avec les mêmes métiers à tisser, on produit des tissus à 15 € ou 50 €. Donc il y a une valeur ajoutée qui est principalement due à la créativité et à la qualité des tissus. Aujourd'hui, les ambitions d'Aïssa Dione dépassent sa propre entreprise. Elle rêve de voir renaître toute la filière textile au Sénégal. Tout le monde trouve ça normal qu'on importe les rideaux et les draps de l'étranger. On a la capacité, avec une technologie très simple, de faire des dizaines de millions de mètres de voiles. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de montrer. Tant que les gens n'ont pas vu, ils ne croient rien. En attendant, Aïssa Dione continue de montrer le chemin. Pour le plus grand plaisir des grandes marques internationales du luxe et pour celui des clients privilégiés qui viennent du monde entier passer commande dans son showroom de Dakar.
Voilà pour ce reportage. Depuis 2007, la Chine a versé des millions de dollars au Malawi pour la construction d'infrastructures. Et cette générosité ne faiblit pas malgré le ralentissement de la croissance chinoise. Mais une partie de cet argent arrive sous forme de prêts que ce petit pays pauvre d'Afrique australe va devoir rembourser. Regardez. Le stade Bingu de Lilongwe, la capitale du Malawi, est presque achevé. Il pourra accueillir plus de 40 000 spectateurs et la piste d'athlétisme a été conçue selon les standards olympiques. Comme de nombreux projets quasi terminés, une université, un nouveau parlement, des routes, un hôtel de luxe, le stade a été construit par une entreprise chinoise avec un prêt chinois. L'ambassadeur assure qu'il s'agit d'une politique généreuse et sans contrepartie. Nous ne posons pas de conditions à notre coopération économique. Quand nous offrons un nouveau bâtiment parlementaire, quel profit pourrions-nous en tirer? Depuis que le Malawi a rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan en 2007, la Chine y a financé énormément d'infrastructures. Rien qu'au mois d'octobre, Pékin a injecté 1,5 milliard de dollars dans l'économie malawite. Mais la majorité des investissements restent des prêts que le Malawi aura du mal à rembourser d'après certaines ONG. Rien n'est gratuit. Je suis sûr que nos collègues chinois ont fait leurs calculs et qu'ils tirent des bénéfices de tous les pays où ils vont. En Afrique aussi, ils savent ce qu'ils veulent. Il y a un énorme marché pour leurs produits sur le continent. Il y a un énorme potentiel pour développer leur économie. Les entreprises chinoises qui construisent des infrastructures emploient majoritairement la main-d'œuvre locale, comme Evans, qui a travaillé pendant 2 ans sur le chantier du stade. Les Chinois ont transmis les compétences et les connaissances. Les gens qui travaillaient dur ont appris quelque chose. Ceux qui ne se sont pas assez investis n'ont rien appris. Ceux qui ont acquis des compétences travaillent aujourd'hui dans le bâtiment ou dans l'acier. Les Chinois ont apporté du développement concret. Evans a lui préféré faire le pari du commerce. Aujourd'hui, il compte sur les 1200 ouvriers du chantier et demain sur les supporters. Le gouvernement malawite aura lui 20 ans pour rembourser à la Chine les 90 millions de dollars prêtés pour cet immense stade. Face à la circulation chaotique de la ville et aux heures de ralentissement en voiture, les habitants de la capitale économique de Tanzanie, Dar es Salaam, tentent d'éviter les bouchons en circulant à vélo. Regardez, c'est très intéressant. Slalomer entre les voitures, les camions, les bus et les daladala, les minibus locaux, c'est le quotidien de Philbert Mbesha. Ce Tanzanien travaille pour la première entreprise de coursiers à vélo du pays. En tant que coursier, je suis très calme quand je roule sur mon vélo. Quand une voiture est bloquée dans un embouteillage, moi je peux toujours aller vite. Avec 5 millions d'habitants, la capitale économique de Tanzanie grossit jour après jour, mais ses infrastructures ne suivent pas. Aux heures de pointe, certaines personnes mettent jusqu'à 2 heures pour aller au travail et 2 heures pour rentrer, soit au total 43 jours coincés dans les bouchons par an. Les adeptes du vélo tentent de se faire entendre pour avoir un espace à eux. À l'occasion de la récente caravane des vélos, plus de 4000 personnes sont ainsi descendues dans les rues. Nous essayons au mieux d'être réactifs, de redessiner la ville. Nous essayons de faire vivre la ville encore une centaine d'années, parce qu'avec la croissance actuelle, nous allons atteindre une population de 15 millions de personnes, et nous serons une mégalopole d'ici 2025. Pour éviter une recrudescence de ralentissement sur les routes, la municipalité pense avoir trouvé une solution avec le projet de transport en commun rapide, Dar Rapid Transit Project, DAR. D'ici 2015, elle prévoit de réhabiliter une vingtaine de kilomètres de routes en installant des voies de bus et des voies de vélo. Ces infrastructures devraient permettre de réduire le nombre d'accidents, une première étape qui ne plaît pas à tout le monde. Si le gouvernement de la ville, si les municipalités de Dar pensaient à prendre officiellement en compte les vélos, en faisant des voies pour cyclistes, s'ils pensaient aussi à réguler les mototaxis, je pense que ce serait tout aussi bénéfique, voire plus que DART, et beaucoup plus rentable ainsi car cela coûterait moins cher. La tâche est compliquée. Récemment, les autorités ont banni de la circulation les mobylettes et pousse-pousse à moteur.
Et pourtant rien n'y fait, le trafic de la ville est toujours aussi congestionné. Voilà pour ce reportage. On part tout de suite au Zimbabwe où l'état de l'économie n'est pas toujours au beau fixe. La croissance n'a pas dépassé 1,5% en 2016. Le gouvernement zimbabwéen réalise beaucoup d'efforts pour tenter d'attirer des investisseurs étrangers à Harare. Regardez. Dans la zone industrielle d'Harare, la capitale du Zimbabwe, un nouveau projet voit le jour. 80 millions de dollars ont été investis par une société sud-africaine pour construire une usine de ciment. Eh bien, pour l'inaugurer, un ministre s'est déplacé. Les investisseurs sont rares ces derniers temps au Zimbabwe. Les autorités encouragent la moindre initiative. Il y avait une réunion du Politburo aujourd'hui. Et on nous a dit que tout le monde devait y aller, sans exception. Eh bien, tout le monde y est, sauf moi, parce que j'ai pensé qu'il était plus important d'être ici. Le gouvernement a récemment organisé un séminaire d'investissement dans la capitale. Depuis que les lois d'indigénisation obligent toute compagnie à s'associer avec un partenaire local majoritaire, les sociétés étrangères sont bien réticentes à s'installer au pays de Robert Mugabe. Mais le ministre se veut rassurant. Certes, le climat des affaires peut être affecté par la politique, mais ceux qui connaissent ce pays savent que dans l'ensemble de cette sous-région, le Zimbabwe est le pays le plus stable d'entre tous. C'est un pays bien plus stable que la plupart des autres pays d'Afrique. Robert Mugabe dirige le pays d'une main de fer depuis 1987. Et si le doyen des présidents africains a 91 ans, sa jeune femme de 40 ans, sa cadette, s'assure que le héros de l'indépendance ne quitte jamais le devant de la scène. Nous autres discutons toujours nos problèmes de manière pacifique. De même que nos querelles devraient toujours être réglées d'une manière qui permette d'atteindre un accord. Malgré l'unité affichée, le parti au pouvoir, le ZANU-PF, n'a jamais été aussi divisé. Le clan Mugabe s'est récemment débarrassé de tous les éléments qui le critiquaient, mais l'entrée en politique de la première dame du pays est loin de plaire à tout le monde. Une première dame n'est pas là pour avoir un rôle public. Son rôle est de s'occuper de son mari, d'en prendre soin, de tisser des liens avec les autres premières dames de la communauté de développement d'Afrique australe, du reste de l'Afrique, d'Europe. Mais non, notre première dame semble plus intéressée par la politique et certains d'entre nous pensons que là n'est pas sa place. C'est à cause de son franc-parler que cet ancien ministre des services secrets a été expulsé du parti. Il était pourtant l'un des plus vieux camarades de lutte du président Mugabe. Avec les autres victimes des purges, il envisage de créer bientôt un parti d'opposition. En fin de compte, voici les problèmes qui sont posés. Il y a celui de la gouvernance, il y a celui de la cupidité, et enfin, il y a ce manque de préoccupation vis-à-vis des besoins du peuple, les personnes dont vous êtes censés prendre soin. La situation est tendue. À Harare, près de 20 000 personnes ont été licenciées ces dernières semaines. Avec 80% de chômage, le secteur informel est pour beaucoup la seule planche de salut. Dans cette société qui travaille avec la Banque centrale, on fait tout pour ramener au pays l'argent de la diaspora. L'économie zimbabwéenne a une taille importante. Pourtant, il n'y a pas assez de liquidités dans le pays pour faire tourner convenablement cette économie. C'est pourquoi elle dépend désormais des investissements directs venus de l'étranger. Le gouvernement en est conscient. Il a demandé à ses avocats de réviser certaines lois pour rassurer les investisseurs. L'expropriation des terres des fermiers blancs a laissé un bien mauvais souvenir dans la mémoire des hommes d'affaires. Nous étions confrontés à des circonstances exceptionnelles. C'était la révolution et malheureusement il a fallu des méthodes révolutionnaires pour changer les choses. Il fallait le faire. Cela dit, je pense que ce fut le seul moment où la loi n'a pas été respectée. Le pays ne s'est jamais remis de la réforme agraire. Voilà l'un des rares fermiers blancs à encore opérer au Zimbabwe, mais il loue désormais ses terres. La gestion au jour le jour de ses affaires n'est pas facile.
Depuis 2002, j'ai dû changer de ferme 6 fois. Imaginez, vous travaillez dans une ferme et puis on vous dit qu'il faut partir et ainsi de suite. Désormais, il est difficile de trouver de bonnes fermes pour l'élevage. Les nouveaux propriétaires terriens sont sans le sou. Ils possèdent la terre, mais n'ont pas les moyens d'acheter des animaux et de les élever. Aujourd'hui, au Zimbabwe, il y a moins d'emplois qu'il y a 50 ans. L'ancien grenier de l'Afrique traverse dans l'indifférence générale l'une des plus grandes crises de son histoire. Situé sur le golfe de Guinée entre la Côte d'Ivoire et le Togo, le Ghana connaît depuis plusieurs années un développement rapide. Son taux de pauvreté est en baisse et est aujourd'hui équivalent à certains pays émergents comme l'Inde ou l'Égypte. Possédant des ressources naturelles importantes, fort d'une démocratie stable et d'une économie dynamique, ce pays de 26 millions d'habitants est devenu en 30 ans l'exemple d'un développement réussi, et ce même si de nombreuses inégalités et défis persistent. Cette évolution est le fruit de politiques de développement menées par les gouvernements successifs et l'accompagnement de la coopération internationale, et en particulier de l'Agence française de développement. Depuis 1985, l'AFD, opérateur charnière du dispositif français d'aide publique au développement, accompagne le Ghana dans sa politique de transformation. Voilà, Business 54, c'est terminé. Merci à tous nos téléspectateurs d'Angola et du Tchad. À la semaine prochaine, même chaîne, même heure, avec le même plaisir. Au revoir.